Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve donc comme toutes les semaines, le rendez-vous à 20 heures pour tous les aficionados du national, tous les habitués du championnat national. Donc on va débriefer pendant une heure toute l'actu de ce championnat de troisième division, le débrief du national. Donc vous connaissez votre rendez-vous, RTS Radio, vous connaissez votre radio. Allez, maintenant il faut vous connecter et puis revenir chaque semaine parce que vous trouvez qu'on parle pas assez de votre club et que c'est ici qu'on va vous donner ce que vous attendez. Pour l'équipe, on va retrouver bien sûr un des meubles du débrief qui est présent bien sûr dans toutes les émissions pour m'accompagner. Je veux bien sûr parler de Clément. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis ce soir, comme on avait une équipe un petit peu décimée dans le débrief, on a fait appel non pas à un joueur de l'équipe réserve, mais plutôt à un international qui nous fait l'amitié de venir nous aider. Je voulais bien sûr parler de Stan qui nous fait tous les avant-matchs de la SBO sur RTS Radio. Et comme en plus on aura un invité du club de Beauvais, c'était on ne peut plus l'occasion d'inviter Stan. Bah ouais, c'est toujours un plaisir de participer à cette émission parce que c'est clair qu'on parle pas assez de ce championnat du national, donc le seul rendez-vous c'est ici, donc j'y suis. Et voilà. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc sur cette fin de saison, forcément, puisqu'il reste seulement 4 journées à disputer, on va pas faire le point évidemment sur le haut du classement, le bas du classement. Je vous avais promis normalement un invité pour faire le point avec nous sur le haut du classement, puis un invité pour faire un point sur la course pour éviter la relégation en CFA. Malheureusement cette semaine on peut pas avoir notre invité d'une équipe de tête puisque malheureusement Nicolas Bénézé qui devait être avec nous m'a fait comprendre et puis m'a expliqué surtout que son agent voulait pas trop qu'il s'exprime dans les médias jusqu'à la fin de la saison. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on aura seulement un invité pour parler du bas du classement et donc on recevra le défenseur beauvaisien Vivian Redel. Mais dès la semaine prochaine, je vous promets donc qu'on aura le rythme que je vous ai promis. Quelqu'un pour parler donc du haut du classement et on aura le capitaine du Gazélec d'Ajaccio, le Gazélec, cette équipe qui fait tant parler. Louis Poggi donc sera avec nous pour parler donc des 5 équipes de tête, les 5 fantastiques comme on les avait nommés la semaine dernière. Et puis pour parler donc de la course à la relégation, on recevra également Jean-Mathieu Descamps, l'avant-centre du FC Martigues. Donc voilà, je vous promets un programme extrêmement complet jusqu'à la fin de la saison. Et donc même si aujourd'hui je ne peux pas assurer complètement du point de vue des invités. Donc je vous promets que ça sera que partie remise et que tout rentrera en ordre dès la semaine prochaine. Et par rapport au club du Nîmes Olympique, bien sûr, si on a des supporters qui sont déçus de ne pas avoir un de leurs joueurs, sachez qu'on est toujours en contact avec le club et donc on vous tient au courant pour avoir pourquoi pas un des crocos avant la fin de la saison. Allez, assez de discours, on rentre dans le contenu donc de cette 34e journée. Donc nos 5 équipes de tête, à savoir bien sûr Niort, Nîmes, le Gazélec, Épinal et Vannes, donc ont connu des fortunes assez diverses. Donc certes, aucun n'a perdu, mais seulement 3 ont gagné, puis 2 ont dû concéder un match nul. Parmi les 3 équipes qui ont gagné, donc on a des équipes de Vannes et puis de Ajaccio qui ont fait le boulot, des victoires à domicile. Donc contre des équipes mal classées puisqu'ils recevaient respectivement Besançon et Martigues. Donc les Vantais et les Ajacciens se sont tous les deux imposés et donc pour prendre 3 points est indispensable dans la course au maintien. Le cas d'Épinal donc qui est allé chercher une victoire à Orléans. Donc victoire à l'extérieur pour les Spinaliens et qui nous montre bien qu'ils seront au rendez-vous jusqu'au bout malgré leur statut de promu. Et donc rien ne va leur échapper. Les Spinaliens qui pourtant avaient été dominés un petit peu dans le début de match, donc par cette équipe d'Orléans qui avait ouvert le score. Donc Orléans qui est, soyons clairs avec ça, qui est une équipe Orléans qui n'a pas lâché, qui n'est pas encore déjà en vacances comme on pourrait le penser avec ces équipes du milieu de tableau qui n'ont plus rien à jouer. Et donc voilà, Épinal qui allait s'imposer à l'extérieur. Et puis finalement, les 2 équipes qu'on attendait le plus ont fait le match nul. Cette équipe des Chamois niortais donc qui va ramener seulement un petit point de Bayonne le dernier de la classe pourtant. Et puis Nîmes donc qui allait faire un 0-0 à Colmar. On va finir par le match
Colmar-Nîmes. Donc Clément, je vais peut-être te donner un petit peu ton avis pour que tu puisses t'exprimer sur cette journée et comment tu as vécu cette nouvelle journée en haut du classement. Je te remercie. Oui, donc excuse-moi Aymeric, j'ai pas entendu la fin. Ah pardon, ça a coupé. Donc oui, je te disais ton ressenti sur les 5 matchs de nos équipes de tête sur cette nouvelle journée de championnat. On n'est plus qu'à 4 matchs de la fin. Quels enseignements tires-tu, quoi? Alors oui, donc tu nous disais cette équipe, les équipes d'Ajaccio et Vannes qui font les grosses opérations. Pour Vannes, c'était essentiel par rapport au calendrier. On le dit depuis un certain temps. Pas les grosses opérations, hein, Vannes et Ajaccio. Pour moi, c'est surtout des équipes qui ont fait le boulot, quoi. Ils jouaient à domicile face à des équipes mal classées. Si ce match-là ils le gagnaient pas, c'est clair que ça allait être vraiment compromis pour la fin de saison. Moi, c'est plutôt Épinal pour moi qui fait la plus grosse sensation, quoi, puisqu'ils sont allés gagner eux, mais à l'extérieur et puis à Orléans, qui est une équipe donc de milieu de tableau. Oui, c'est vrai que vu comme ça, mais pour argumenter par rapport à Vannes, c'est vrai qu'on disait que ils avaient des bons matchs, des matchs intéressants à jouer, d'autres un peu plus compliqués, et ça passe par prendre les points dans les matchs compliqués. Donc finalement, les 9 points qu'on leur donnait, il y en a déjà 3 qui ont été pris là, 3 peut-être qu'on ferait juste lors du prochain match. Donc tu vois, c'est à mon avis là où ils avaient le podium à aller chercher. Donc pour moi, Vannes a fait la bonne opération. Après, je vais pas enlever le mérite qu'a Épinal d'avoir gagné à l'extérieur, surtout que ça les replace à la 4e place, avec le même nombre de points que Vannes et même que Nîmes qui est derrière. Ça va être chaud jusqu'au bout, même si pour Orléans, notre invité Kevin Lefebvre avait marqué dès la 10e minute. Derrière, Épinal avait ce besoin de l'emporter. Et puis, soyons honnêtes, cette équipe d'Orléans qui n'a absolument rien à jouer, qui peut aller chercher au mieux... Malgré qu'ils aient rien à jouer, Orléans, ils se sont quand même accrochés. Persico, il a encore une balle après pour égaliser en fin de match. Ils se sont vraiment accrochés et Épinal a vraiment dû s'employer, puisqu'en plus, Jailleur, il marque... dans le dernier quart d'heure, quoi, le but qui fait passer devant Épinal. Orléans en première mi-temps, Épinal les égalise juste avant la mi-temps. Orléans a les meilleures occasions sur cette première mi-temps. Le scénario du match aurait pu être tout autre. Pour moi, Orléans, non, c'est pas une équipe, on va dire un petit peu fantôme de cette fin de saison qui va un peu errer là, comme on peut le craindre d'autres équipes, quoi. Pour moi, c'est surtout Épinal qui n'a pas réussi à produire le jeu escompté pendant une grosse partie du match. Si, il y a eu quand même des occasions, ça je peux pas le cacher pour Épinal et pour Orléans surtout aussi. Mais c'était pas un match sensationnel en termes de jeu. On attendait peut-être à Asbabou en tant que buteur, sauveur de cette équipe qui est sorti dès la 67e minute. Donc c'était un match assez compliqué à gérer pour cette équipe d'Épinal, obligé de revenir rapidement au score pour pouvoir espérer quelque chose entre guillemets dans cette fin de championnat. Et c'est vrai que les conditions sont un peu compliquées, mais là aussi c'était des points importants à prendre par rapport au calendrier. C'est toujours important. On avait dit que Épinal avait un calendrier pas forcément compliqué au départ, mais que les 2 derniers matchs allaient être très compliqués. On va vite voir ça face à Quevilly le week-end prochain. Et puis après, je vais pas dire qu'ils joueront contre Beauvais dans 2 semaines. On va garder le suspense et on analysera ça plus tard. Mais c'est vrai que cette équipe d'Épinal, là aussi, s'il y a 9 points à aller chercher, c'est lors des 3 journées avec celle qui vient de s'écouler là. Ouais, mais après Épinal, avec le scénario du match que tu donnes, donc certes, en début de match, le début de match est plutôt à l'avantage des Orléanais, mais un match que t'as pas forcément maîtrisé de bout en bout, et que finalement tu reviens d'un match à l'extérieur avec 3 points dans la musette, finalement cette équipe d'Épinal, elle sort finalement grandie de cette journée, et même si quand on se risquait au jeu des pronostics les semaines précédentes, Épinal, c'était un petit peu l'équipe qui revenait jamais dans notre podium de fin de saison. Et là, finalement, tout est relancé, mais cette équipe d'Épinal, pour moi, c'est presque l'équipe qui sort la plus grandie de cette journée-là. Bon, après, tu sais que les Colmariens l'ont encore un peu en travers de la gorge avec ces 3 points offerts dès la première journée à Épinal. Bon, après, c'est vrai que
c'est une Ouais, mais équipe qui est sur le dure sprint final, quand on parle du sprint Oui, final oui. d'Épinal, la semaine dernière, enfin, je veux dire, et puis même les semaines précédentes, quand on l'a lisé, on disait bien que c'était une équipe où il y a eu certains matchs où ils ont fait que défendre, ils ont marqué des buts un petit peu par miracle, et du coup, on pouvait penser que dans le sprint final, ils allaient avoir du mal, et là, on voit que finalement, bah non, ils seront capables de répondre présent. Après, réécoute peut-être le podcast de la semaine dernière. J'ai pas dit qu'Épinal n'avait aucune chance, mais c'est vrai que ben, malgré leur victoire, ils ont pas fait le trou par rapport, enfin ils sont même pas d'ailleurs sur le podium, ils ont pas fait le trou par rapport à Nîmes, donc c'est une équipe qui va compter dans le sprint final, c'est sûr. Mais après, on voyait ben sur les dernières journées, avec les confrontations contre Ajaccio et Colmar, cette équipe d'Épinal perd des points au moment le plus important, et finalement c'est à mon avis là où ça va pas mal compter. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 journées où on va encore pouvoir compter Épinal avec des matchs un peu plus faciles, encore que chaque équipe va vendre chèrement sa peau à l'image d'Orléans, mais que sur une confrontation directe, moi par exemple, je ne vois pas Épinal l'emporter contre Ajaccio, ce qui fait que du coup le podium serait assez compliqué, puisque l'équipe d'Ajaccio serait logiquement devant. On peut estimer que Niort serait devant aussi, donc c'est pour ça qu'il resterait une place pour 3. Ça me paraît compliqué. Après, c'est une équipe qui va se battre aussi pour la montée, et il faut pas absolument pas les écarter, c'est sûr. Ouais, ouais, non, mais après, évidemment, je te rejoins, Clément, quand tu dis que c'est l'équipe qui est la moins armée des 5 pour jouer, bien sûr, cette montée. On a forcément Nîmes et Vannes qui sont les anciens clubs pro, Niort qui fait vraiment une grosse saison. Dans tous les témoignages qu'on a, c'est vraiment l'équipe qui ressort comme la sensation de cette saison. Puis après le Gazelle d'Ajaccio, on sait que c'est un contexte particulier et qu'ils arrivent à en tirer un bénéfice énorme. Évidemment, quand si tu me dis que Épinal est l'équipe la moins armée, je vais te rejoindre. Mais après, comme tu le dis, il va y avoir quand même pas mal de confrontations directes. Et puis les confrontations directes, quand on voit, ça aussi on en avait déjà parlé, mais quand on voit aujourd'hui que toutes les équipes elles se tiennent en 3 points, et puis qu'on a 3 équipes qui ont le même nombre de points, et Ajaccio qui aurait que 1 point d'avance sur ça, enfin des équipes qui sont à 59, 58 points, ça va être extrêmement serré. Et d'ailleurs, il faudra regarder les confrontations directes. Et Vannes est devant Épinal par rapport aux confrontations directes, puisqu'il y avait eu 2 partout à Épinal, et qu'ensuite Vannes l'a emporté à domicile 1-0. Ensuite, par contre, entre Nîmes et Vannes, il y a une égalité parfaite. Non, entre Nîmes et Épinal, pardon, il y a une égalité Oui, parfaite. ça fait 3-3, mais est-ce que du coup les matchs à l'extérieur, il y a aussi une règle? Non, j'ai vérifié, tu fais bien de poser la question. J'ai vérifié donc le point de règlement, donc c'est en fait d'abord les points dans les confrontations directes. Donc bon, comme là il y a eu 2 matchs nuls, ça leur fait 2 points chacun. Ensuite c'est la différence de but, mais bon, comme du coup il y a des matchs nuls, ça leur fait le même nombre de points, le même nombre de buts également. Et donc ensuite après ça devient la différence de but particulière, et donc comme pour l'instant Nîmes est à plus 22 et Épinal à plus 15, en fait c'est Nîmes pour l'instant qui est 4e du national, et Épinal reste 5e. Mais c'est clair que ça va être extrêmement serré, et quand en plus on sait qu'on a un Vannes-Nîmes à la dernière journée et qu'aujourd'hui ces 2 équipes ont le même nombre de points, ça nous promet vraiment un truc énorme, quoi. Ouais, nos belles finales attendues. Ah ouais, mais là avec en plus les mêmes nombres de points, enfin ça va être des finales, ça va être un truc de malade, quoi, cette fin de saison, le championnat national. Moi je te dis que tu vas pas cracher non plus sur un Ajaccio Niort lors de la dernière journée. Je pense que ce sera peut-être même le match pour la première place, donc Ah oui, oui, non, mais quand tu dis nos finales, pour moi oui. c'est ces 2 matchs-là, hein. C'est Ajaccio Niort et Vannes Nîmes. donc bon, ça va être sympa. Encore 3 journées à attendre là. Ouais, non, mais ça va être vraiment pas maintenant 4 journées à attendre. Oui, mais 3 journées avant d'avoir la belle finale. Oui, t'as raison. Oui, mais et d'ici là on aura encore des confrontations directes. Enfin bref, quelque chose de vraiment agréable. Pour conclure sur le championnat national, et puis ensuite je donnerai la parole à Stan pour avoir un petit peu son ressenti. Vannes Nîmes en cas d'égalité. C'était Vannes qui est allé s'imposer à Nîmes lors de la première journée, donc ça veut dire que les Vannetais, il suffit qu'ils ne perdent pas chez eux pour qu'à la différence de but particulière, ils soient toujours devant Nîmes. Après, parce qu'aujourd'hui les 2 équipes ont le même nombre de points, est-ce qu'il en sera toujours ainsi au soir de la 38e journée? Ça, je peux pas vous le dire. Stan, ton ressenti un petit peu sur cette lutte en haut du classement qui s'annonce absolument folle, notamment un coup d'œil au classement, et on voit bien que ça va être fou, quand en plus on sait qu'il y a énormément de confrontations directes entre ces 5 équipes sur la fin de saison. C'est un peu le scénario à l'américaine, quoi.
Ouais, et puis non, et puis ça fait plaisir aussi. Ça prouve aussi que voilà, même chez les amateurs, il y a du football. Ça lutte jusqu'au bout. Non, c'est tant mieux pour ce championnat national. C'est vrai avec un léger avantage peut-être pour moi, le Gazélec d'Ajaccio, je pense. Hein. Mais il y a 12 points à prendre. 12 points, il y a que 3 points d'écart entre le premier et le cinquième. Donc les pronostics là, ils sont très compliqués à faire. Mais c'est vrai que c'est une lutte qui vaut le coup d'œil je pense que ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu une lutte comme ça à 5 équipes juste pour le titre et pour l'accession, non? Ouais, bah l'année dernière, on a vu quand même pas mal d'équipes par rapport à ça, avec pas mal de gros. Tu sais, tu te rappelles avec des Cannes des Strasbourg, tous ces clubs qui ont fini sur la paille. Et du coup, on avait quand même un groupe de tête, mais cette année, on pensait moins que ça allait se détacher. Et finalement, on en a 5 qui vont nous livrer une bataille jusqu'à la fin, énorme. Mais ça va être que des beaux matchs. De toute façon, maintenant, je pense que pour certains, il n'y a plus de calcul à faire. Hein. Niort, pour l'instant, ils tiennent la première place, donc pour eux, il n'y a pas à regarder derrière. C'est surtout, Comme un cycliste. voilà, hein, tête baissée, et tout faire pour gagner les matchs, prendre des points le maximum. Après, bien sûr, c'est surtout Ajaccio pour l'instant qui a un petit peu la place du con parce que ils sont pratiquement montés et ils savent qu'il y en a 3 derrière qui peuvent encore. Donc ça va être tendu, mais je leur donne quand même un léger avantage. Je pense que ça jouera surtout entre Vannes, Épinal et Nîmes. Ouais, après Ajaccio, en plus, à Ajaccio, ils ont quand même encore pas mal de confrontations directes, puisque dans les 2 dernières journées, ils se déplacent à Épinal, puis ensuite ils reçoivent Niort. Donc voilà. Ça serait cruel aussi l'histoire encore des 2 points qui traînent s'ils se retrouvent dans cette situation. Pouf, Ouais, moins c'est 2 vrai aussi. points, Ben ça, 57. on en parlera la semaine prochaine avec Louis Poggi, un petit peu comment ils le vivent, quoi. Le fait qu'Ajaccio a eu 2 points retirés, qu'il y en a 2 qui sont encore un petit peu dans la nature, on sait pas s'ils vont leur les retirer, s'ils vont pas leur les retirer. Enfin, ça doit être un petit peu compliqué à gérer au quotidien et on leur demandera un petit peu leur ressenti, puis s'il peut nous éclairer aussi un petit peu sur toutes les décisions, tous ces jugements en attente où nous on est parfois un petit peu noyés. Ah, on l'attend, ouais. Allez, avant de recevoir Vivian Redel, on va parler un petit peu de cette lutte en bas de classement. Et là, on va principalement s'intéresser à 2 matchs. Je sais pas trop comment vous la voyez, cette lutte en bas de classement. Mais pour moi, aujourd'hui, elle va se jouer entre 3 équipes, à savoir Cherbourg, le Red Star et puis Beauvais. Luznac l'a emporté ce week-end et puis en plus a encore un match en retard. Le Paris FC a également encore un match en retard face à Quevilly. Et puis après, ce sont des équipes qui sont déjà à 41, 42 points. Il leur reste 1 ou 2 points à prendre pour moi pour accrocher le maintien. Donc ouais, le maintien, ça va se jouer entre Cherbourg 39, Red Star 38 et puis Beauvais 35. Là, c'est clair que Beauvais a pas fait la bonne opération ce week-end, Stan. Ouais, et ça aurait pu être pire. Bon, il y a eu une bonne réaction quand même en début de seconde période, donc c'est le point positif. Avant, il prenait les buts à cette période. Là, il les marque, mais c'est vrai que il y a trop de matchs nuls, hein, comme on avance. C'est très bien qu'on n'avance pas avec des matchs nuls, mais je pense que dans l'envie, ça a été. Et puis c'est peut-être je sais pas, un manque de confiance, de réussite, mais c'est vrai qu'en ce moment, Beauvais s'enlise de plus en plus. Hein. Il y avait des matchs où il y avait des occasions pour gagner. Ils l'ont pas fait, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a toujours eu encore une petite chance. Hein. Pareil, il y a 12 points à prendre, donc ça fait beaucoup. Après, bon, il faut gagner des matchs pour récupérer des points. Donc Ouais, déjà ils avaient gagné la semaine précédente à Martigues, ils n'avaient pas gagné depuis décembre. Déjà, moi je les voyais plus condamnés. Bon là, comme ils avaient gagné à Martigues, on pouvait un petit peu tout espérer, quoi. Et puis aujourd'hui, Beauvais s'est quand même distancé des 3 derniers, Martigues, Bayonne et Besançon, puisqu'ils ont 3 points d'avance sur eux. Donc s'ils devaient être rattrapés par ces 3 équipes-là, je pense que ça signifierait que c'est fini pour Beauvais, quoi. surtout que c'était une confrontation directe contre un prétendant aussi à la descente. Donc c'est quand même embêtant. Hein. Je crois que Cherbourg a pris un très bon point. Ils auraient signé même, je pense, pour arracher un point de Brisson. Donc c'est vrai qu'ils se mettent dans
dans une mauvaise situation et puis ils prennent pas de points sur ceux qui sont devant. Donc là, ça pose problème, mais on espère que pour les 4 derniers matchs, ils récupéreraient minimum, faudrait récupérer minimum 6 points quoi, histoire de voir ce qui se passe en haut. Mais et encore, je sais pas si avec 6 points ça suffira. Ouais, non, pour moi il en faudrait 8. 8 minimum si on calcule vers 43 points. Un joueur de Cherbourg la semaine dernière en interview disait qu'il faudrait prendre 43 points pour assurer le maintien. Donc Beauvais ça aussi signifierait qu'il faudrait qu'il prenne encore 8 points quoi. Après donc Beauvais ils joueront jeudi au Paris FC. Le Red Star jouera le lendemain le derby face à Créteil. Créteil qui fait plutôt une belle fin de saison avec pas mal de buts, des matchs peut-être un petit peu plus relâchés pour les Cristoliens qui peuvent plus jouer la montée mais qui ont largement assuré leur maintien. Donc voilà, aux Beauvaisiens d'aller faire quelque chose de vraiment très bien à Charletti jeudi pour mettre la pression sur le Red Star puisqu'ils ont la chance de jouer un jour avant étant donné que le Paris FC doit attaquer dès le lundi d'après avec ce match face à QVI qu'ils n'ont pas pu jouer ce week-end. Et Émeric, la transition est toute faite puisqu'on a déjà Vivian Redel qui sonne à la porte. Allez, on passe tout de suite à l'interview. Allez, on va lui répondre. Vivian Redel, bonjour. Et puis tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation dans notre émission Débrief du National, 100% national. Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, on va commencer par te demander dans quel état d'esprit toi personnellement puis le groupe se trouvait aujourd'hui à l'entraînement notamment après la contre-performance de vendredi face à Cherbourg. Écoutez, à l'heure actuelle, on sait que notre situation est délicate. On s'est parlé, on s'est dit les choses et on prend les match après match. C'est vrai que vendredi, ça aurait été bien de confirmer notre bonne performance à Martigues, mais on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort et faut retrousser les manches chaque lundi et puis pour prendre les matchs qui viennent parce que tous les matchs sont très très importants. Maintenant, il en reste que 4. Donc, Cherbourg, on en a parlé ensemble. On a dit ce qui allait pas. Et voilà, on passe à autre chose. Maintenant, on est sur notre compte contre le PFC jeudi, qui est super important, et on travaille pour ce match-là. Donc ça, là, c'était à l'entraînement aujourd'hui. Les discussions dont tu parles, c'est des discussions entre joueurs ou c'était avec le coach Non. Entre joueurs et le staff. On fait souvent un débrief suite au match du week-end, du premier entraînement de la semaine. Donc on a discuté tout simplement, rectifier les choses qui allaient pas, d'autres appuyer les choses positives qu'il y a eu dans ce match-là. Et puis là, c'est bon, fini et on passe à autre chose et on passe au match du PFC. D'accord. Et donc dans les points positifs, les points négatifs que vous avez exhibés de ce match-là, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je pense qu'on est passé à côté de notre première période. Alors je sais pas si c'est la pression de vouloir à tout prix faire un résultat après un bon match à Martigues. C'est vrai que l'entame de match on n'y était pas. Je sais pas, c'est pas un manque de volonté ni de suffisance, mais cette saison est difficile, donc c'est vrai que on a énormément de pression et on n'arrive pas à se lâcher et à refaire les bonnes choses qu'on a fait à Martigues. Après à la mi-temps, on a tous soufflé, on s'est tous regardés. On a tous parlé, on s'est dit qu'il fallait qu'on se calme, qu'il fallait qu'on reprenne les choses en main. Et puis on a fait une deuxième période beaucoup mieux dans l'engagement. On a repris des duels, on a gardé un petit peu plus la balle, on était un petit peu plus haut.
et ça nous a permis de revenir tout de suite à 1-1. Après, bon, on a essayé de pousser, mais devant l'équipe de Cherbourg ne voulait rien lâcher et ça s'est terminé, je pense, logiquement sur un match nul. Ouais, ben on va pour revenir un petit peu plus dans le détail sur ce match de Cherbourg au niveau déjà de la composition. Faneva Andriatsima qui est aligné encore au poste d'arrière gauche. Est-ce que déjà lui il est à l'aise avec ça et puis vous au niveau de la défense est-ce que c'est plus difficile à gérer quand on a un joueur qui est pas spécialiste du poste ou est-ce que finalement ça se fait naturellement? Non, je pense que Ima il a un potentiel pour jouer aussi arrière gauche. C'est clair que entre milieu gauche et arrière gauche, il défend un petit peu plus, mais je pense qu'il a les qualités pour et il s'adapte vraiment bien. Nous aussi, on essaye de le piloter un petit peu plus, de lui parler un petit peu plus, mais ça nous dérange pas plus que ça. Il nous apporte aussi cette qualité offensive qu'il a, comme il joue habituellement un petit peu plus haut. Et non, il n'y a pas de problème sur ce poste-là pour Ima. Et nous aussi. Tu sens pas la défense plus fragile par rapport à ça, même si c'est clair qu'offensivement, là on n'en doute pas, il va plus apporter. Mais tu sens pas la défense fragilisée par rapport à ça? Je pense que ça peut être légitime dans le sens où ça fait quelques matchs où on joue à 5 derrière, donc c'était sûr que en étant 5 derrière, c'est plus compliqué pour les autres de nous mettre en difficulté. Je pense que dans un système de 4-4-2, on est plus amené à se faire percuter et que ça soit sur le côté gauche ou dans l'axe ou à droite. Donc non, je me sens pas et on se sent pas fébrile parce que Ima il est à gauche ou parce qu'on a 4 derrière. Je pense que c'est un système qu'on doit maîtriser, qu'on doit adapter avec les joueurs qu'on a. D'accord. Et toi, par rapport au fait qu'avant vous étiez donc à 5 derrière et donc cette période où certes vous avez été solide défensivement, vous avez beaucoup plus de mal offensivement et fait beaucoup de matchs nuls, pas mal de 0-0. Je pense que c'est une bonne chose d'être revenu à cette défense à 4. Je pense que c'est une bonne chose parce que voilà, comme vous venez de le dire, on était à 5 derrière, on était solide défensivement, mais offensivement, je pense qu'il nous manquait un petit peu de percussion parce que le travail des attaquants aussi sur les côtés, comme il n'y a pas de milieu excentré, était difficile. Donc peut-être un petit peu de manque de lucidité dans les derniers gestes. Je pense que ce système-là, on prend plus de risques, mais c'est légitime parce qu'on doit aller chercher des points et pour se maintenir, il faut gagner les matchs. Et dans un système comme ça, je pense que on est plus à l'aise offensivement pour justement marquer des buts. Et tous ces changements de système, donc avec la défense à 5, maintenant le retour à la défense à 4 avec Ima en arrière gauche, c'est des choses que le coach vous annonce ou est-ce que ça se fait en discussion entre le coach et les joueurs? Comment est le discours de Clément par rapport à ça? Le coach nous dit ce qu'il veut faire. Après, nous on s'exécute, on le travaille beaucoup à l'entraînement. Après, c'est clair que s'il y a des choses qui nous semblent pas bon ou pas bon, mais qu'on a des difficultés à le mettre en place, on parle avec lui. Il nous dit ce qu'il en est, mais non, c'est à nous de nous adapter, c'est tout. D'accord. Et Stan, t'avais une question par rapport au match de Cherbourg? Ouais, on parlait un petit peu de comment aborder avec Clément. Est-ce que c'est une question aussi que nous, comme je fais avec Ludo, tous les avant-matchs de Beauvais, on retransmet avec Logan, Alex, les lives et tout. On a beaucoup de questions aussi d'auditeurs qui se posent. Est-ce que vraiment le discours encore d'Alex Clément passe vraiment encore dans le vestiaire? Oui, bien sûr. Ça reste le coach et on doit s'adapter au système qui lui paraît le plus avantageux pour nous.
C'est sûr que les cadres de l'équipe parlent avec lui, lui aussi parle au cadre de l'équipe et essaie de mettre le système ou les joueurs les plus performants pour gagner les matchs, quoi. Ok. Mais ça reste le coach et c'est clair que qu'on l'écoute, il y a aucun souci là-dessus. Ça a jamais changé à ce niveau-là. Non, ça a jamais changé, non. Alors pour rester sur un point de vue de la compo, on a des questions sur les différents forums qui nous reviennent et c'est notamment une question qui te concerne par rapport à ton positionnement. T'es arrivé plutôt dans un rôle de latéral droit, là finalement tu joues dans l'axe. Est-ce que tu te sens plus à l'aise à un poste qu'à un autre, même si tu fais les deux sans rechigner? Quand j'ai fait ma formation, donc 10 ans à Metz, j'ai été formé de 2 joueurs dans l'axe. J'ai fait ma formation en tant que carrière centrale. Quand je suis venu à Beauvais, il m'avait aussi demandé si j'étais aussi à l'aise sur le côté. Je lui ai dit oui, que j'avais joué plusieurs fois à droite dans les saisons précédentes. Moi, j'ai autant de plaisir de jouer à droite que jouer dans l'axe. J'aime jouer à droite parce que j'aime bien apporter ma touche offensive. Je suis à l'aise physiquement, donc ça me dérange pas de faire des allers-retours sur le côté. Mais dans l'axe aussi, j'aime parce que y a un rôle de plaque tournante et j'aime ça. J'aime aussi le rôle qu'on a de patron de la défense. Donc ça me dérange pas. Les deux me plaisent et j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour être performant aux différents postes où il me met. D'accord. Tu as abordé un petit peu le FC Metz. Donc on va aborder brièvement donc tes saisons précédentes. Donc formé à Metz. Ouais. Tu as évolué seulement avec l'équipe en CFA ou en CFA 2. Tu avais signé un contrat à Metz, un contrat pro, un contrat stagiaire? Non. Ouais, j'étais stagiaire pro et donc à l'échéance de ce contrat-là, ils ne m'ont pas donné suite, donc ils m'ont fait bien comprendre que professionnel, je ne pourrais pas signer. Donc voilà. Après, avec mon représentant, on a essayé de trouver quelque chose d'autre, tout simplement. D'accord. Et donc là, tu rejoins Beauvais. Ouais. Et pourquoi le choix de la SBO? Parce que le discours du coach m'a plu. Mon représentant connaissait le coach, donc je suis venu faire un essai en début de saison ici, et voilà, il m'avait dit que ici je pourrais continuer en quelque sorte ma formation à un niveau plus élevé que ce que je jouais à Metz en CFA. Donc ça m'a plu, les structures, le staff, tout était là pour me mettre dans de meilleures conditions. Donc le choix s'est fait naturellement. Et à partir du moment où tu viens à Beauvais, donc que tu signes à Beauvais, directement Alexandre Clément te dit que c'est pour jouer avec le groupe CFA, il n'y a pas avec le groupe national. Il n'y a pas de démarrer avec la CFA 2 puis monter par la suite. Oui. Ouais, non, j'étais dans le groupe de national. Moi, j'ai pas fait les 3 premiers matchs, donc j'étais en réserve. C'est les aléas du football. Donc, j'ai continué à travailler et donc à un moment donné, un joueur s'est blessé, donc il m'a mis comme arrière droit. Et donc j'ai fait plutôt un bon match, donc ça s'est plutôt bien passé et depuis je suis resté dans le groupe, quoi. D'accord. Mais donc dès le début, oui, évidemment, forcément, il peut pas aligner tous les joueurs dans la formation de départ, mais tu étais dans l'optique d'être dans le groupe national tout de suite, quoi. Tout à fait. D'accord. On va parler un petit peu plus du plan comptable là, par rapport à cette fin de saison. Moi, si je calcule un petit peu par rapport à ce qu'on dit, aujourd'hui, donc Beauvais est premier relégable, donc à 3 points du Red Star et puis à 4 donc de Cherbourg, votre adversaire de vendredi.
Donc je pense que ça va se jouer entre vous trois pour la suite. Donc le maintien, statistiquement, quand on en parle dans les émissions précédentes, on dit que généralement il se joue à 42-43 points. 43 points, si Beauvais veut les atteindre aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il faudrait finir avec au minimum 2 victoires et 2 nuls. Est-ce que vous réfléchissez comme ça, ou est-ce que vous êtes seulement dans enchaîner des matchs et donc pour l'instant vous pensez que au match du Paris FC? Voilà, c'est ça. C'est pas se prendre la tête à faire des calculs, à dire si il perd, si on gagne. Je pense que la meilleure des façons pour aborder les matchs et puis pour essayer de se maintenir, c'est de jouer les matchs après match, penser un match après l'autre. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et si on commence à calculer, là on se disperse et on perd de l'énergie. Je pense que les semaines se suivent mais se ressemblent pas. Donc à nous de travailler pour l'échéance du week-end et repartir de zéro pour le match suivant. Donc les petits calculs, tu nous les laisses à nous, quoi. Ça reste. Voilà, je laisse ça aux journalistes. Exactement. Ok. Et donc juste même après le match de donc Beauvais-Cherbourg, vous êtes même pas intéressé au score de l'Uznac Red Star. Vous étiez vraiment juste sur votre match là. Après, ça serait mentir de pas regarder les résultats des autres clubs, c'est clair. Mais avant le match, tout ça, on n'y pense pas. On pense vraiment qu'à nous, à essayer de faire la meilleure performance possible. Et après, bien sûr, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. C'est naturel, je pense. Ouais, non, mais bien sûr, le contraire nous aurait même plutôt inquiété. Je pense aussi. On va parler un petit peu de la situation actuelle du club, donc non pas sportivement, parce que bon, sportivement on l'a quand même pas mal abordé, mais plutôt de tout ce qui entoure le club. Donc on annonce un changement de président, il y a des rumeurs de changement d'entraîneur. Et on avait des questions aussi, notamment donc de Mathieu Nicole sur le forum par rapport à ça. Et donc on voulait savoir un petit peu quel est l'état d'esprit du groupe par rapport à tous ces bruits qui perturbent un petit peu, que ce soit au niveau du président, au niveau de l'entraîneur. Ça doit quand même pas être évident à gérer. Oh, je dirais pas que c'est pas évident, mais je pense que on doit faire abstraction à tout ça. Je pense que ça ne nous regarde pas. Je pense que c'est entre le staff technique et le président et l'administration en général, je pense. Je pense que, comme je l'ai dit, on doit faire abstraction, car on a, comment dirais-je, on doit garder l'énergie positive qu'on a entre nous pour justement donner le meilleur de nous-mêmes le week-end et pas penser à le président d'émission, un rachat du club et tout ce qui va avec, quoi. Donc même par exemple quand parce que ça a été vraiment concret quand Alex Clément a proposé sa démission au président et que le président l'a refusé, le groupe est vraiment resté complètement imperméable à ça, parce que c'est quand même pas évident non plus, c'est des choses qui sont pas... Je pense que je sais pas, c'est clair que peut-être certaines personnes ont été affectées ou je sais pas, en tout cas je parle de mon cas. Oui, je suis resté imperméable parce que, comme je dis, c'est pas notre ressort. C'est des gens qui décident de ça et nous on est là pour être performant sur le terrain et on n'a pas grand chose à dire sur ces faits extérieurs du terrain. Ouais, d'accord, je comprends, mais par exemple le changement de président, de direction, enfin, ça pourrait quand même influer sur la saison prochaine de Beauvais, et donc on va venir justement à ton avenir, toi. Comment tu envisages la saison prochaine? Est-ce que tu resteras à Beauvais en national? Est-ce que tu resterais aussi en CFA? Pour la saison prochaine, franchement, j'en ai aucune idée encore. Je lis pas dans le futur, donc pour l'instant, il me reste 4 matchs ici. Je vais les faire à fond. Je vais donner tout ce que je peux. Le club de Beauvais se doit d'être en national.
C'est pas un club de CFA, loin de là. C'est même un club de Ligue 2. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Mon objectif, pour l'instant, c'est de maintenir Beauvais en national. Je laisse ça à mon représentant et quand cette saison sera finie, à ce moment-là, on se mettra autour d'une table et on discutera de où je serai l'année prochaine, où je vais signer, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Quand tu dis ton représentant, tu veux parler d'un agent, même si c'est peut-être pas exactement. C'est pas mon agent, c'est comme mon agent, c'est comme un agent, mais c'est un représentant. Ouais. C'est par rapport au fait que tu sois pas professionnel que ça soit pas exactement la même chose ou non, Non, ça n'a rien à voir. C'est un c'est choix personnel. simplement parce que y a pas de contrat entre nous. J'ai pas signé avec un agent, c'est juste un représentant qui m'aide. C'est- D'accord. Et c'est quoi? Ça se fait par des liens, on va dire extra au foot ou alors non, c'est juste une relation de confiance qui s'est établie et c'est toi qui ne veux pas passer sur un système d'agent ou Ouais, on t'a pas en fait, proposé, je sais pas. c'est un ancien professionnel qui a fait une belle carrière et qui s'avère être de ma famille. Donc donc la confiance règne et pas besoin de ça en fait, tout simplement. D'accord, ok. Et tu peux nous dire qui c'est? Jean-Philippe Caillé, D'accord. Ah, d'accord, ok. Donc ancien médecin. tout à fait. D'accord, et donc qui était donc de ta famille. D'accord, ok. Exactement. Ok, je comprends mieux. Donc en fait, c'est vraiment lui qui gère tout ce qui est donc ton futur, etc. Pour toi, tu puisses pleinement te concentrer sur la saison. Et en plus, comme il y a un lien familial, tu lui fais vraiment une confiance absolue et donc tu te préoccupes pas du tout de l'avenir. Exactement. C'est vraiment pour que je ne pense que au foot et que je sois à fond dans ce que je fais, dans mon travail, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, une fois que la saison sera terminée et qu'on pourra parler de ça, à ce moment-là, on verra pour l'année prochaine. D'accord. Stan, tu voulais réagir par rapport à l'avenir? Ouais, je voulais surtout par rapport à un mauvais avenir. Hein, imaginons que voilà la catastrophe. Est-ce que vous en avez déjà parlé vous dans le groupe si vous descendiez en national ou pas du tout? C'est vraiment vous êtes dans l'option on va se sauver et puis c'est tout. Ben, c'est pas dans l'option, on est dans ce registre-là, c'est-à-dire de vraiment tout faire pour essayer de nous maintenir. Après, ce que mes collègues feront l'année prochaine, libre à eux de faire ce qu'ils veulent et, euh, et j'espère que ce sera le mieux pour eux. Mais entre nous, sincèrement, on est vraiment quand on se voit à l'entraînement, on parle du match du week-end, on travaille pour ça et on verra. C'est clair que si c'était autrement, c'est-à-dire qu'on serait déjà sûr d'être maintenu, tout ça, on pourrait effectivement parler de l'année prochaine. Tu fais quoi? Tu restes? Tu pars? Mais je pense que on laisse ça de côté pour justement être à 100% avec notre club pour essayer de le maintenir. Et le fait de parler d'une relégation, vous en parlez vraiment pas du tout? C'est presque un peu un sujet tabou entre vous? C'est le mauvais œil de pas en parler, de Non, pas y aller? c'est pas un sujet tabou. La relégation, pour l'instant on y est, donc on peut pas y échapper. Mais c'est mieux de se projeter et se dire on va tout faire pour se maintenir que se dire faites gaffe les gars, on est 17e, on est relégable et l'année prochaine c'est CFA, quoi. Donc on est plutôt dans ce registre de positiver la chose que de se morfondre sur soi-même, quoi. D'accord. Deux petites questions qui sont un petit peu pas forcément en lien avec ce qui était avant. Donc deux questions internet. Donc une question de Stéphane Belval qui dit donc que tu as été élu souvent le plus souvent joueur du mois cette saison avec la SBO. Donc même si c'est une saison pas franchement réussie pour le club, sur le plan personnel, elle est finalement pas si ratée que ça, j'ai envie de dire, par rapport évidemment à l'équipe. Comment tu
tu vis ça? Est-ce que ça te fait quand même plaisir que sur le plan personnel, tu trouves de la reconnaissance? Alors, si vous me trouvez quelqu'un qui dit ça me fait pas plaisir d'être élu joueur du mois, faudrait le trouver. C'est clair, c'est une reconnaissance et ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de tout donner pour être le plus performant et pour aider l'équipe. Après, c'est récompense du travail que je fais à l'entraînement. Et non, c'est très très agréable, je trouve. D'accord. Donc ça reste quand même un point positif que tu peux dégager de ta saison. Ouais. Ouais. Une autre question de Mathieu Nicole. Quel est ton sentiment par rapport à la mobilisation des supporters sur cette fin de saison? Alors, c'est tellement important les supporters, surtout dans la situation où on est. Je pense qu'ils ont vraiment le rôle du 12e homme et c'est ce qu'ils font très bien, je pense. On a vraiment besoin d'eux jusqu'à la fin de cette saison pour essayer de se maintenir et je doute pas qu'ils seront présents pour nous encourager jusqu'à la fin de saison et je les encourage à continuer à nous aider parce que quand ça va mal, et ben on a besoin d'eux pour nous encourager, nous redonner de la force pour terminer les matchs et des fois pour débloquer une situation. Et par rapport à ça, justement, il y avait peut-être la même question que tu veux poser, Stan, par rapport à la rencontre avec les supporters après Nîmes. Oui, il y avait ça, mais ça, je te laisserai la poser. Moi, c'était plutôt par rapport à ça, c'est ce qu'on essayait aussi un petit peu de faire, de créer l'union sacrée aussi avec les auditeurs. Et c'était un petit peu ma question à Vivien. Est-ce que tu ressens toi qu'il y a quand même une union sacrée ou plutôt tu sens que les spectateurs sont désabusés? Alors, désabusé pour certains, je pourrais comprendre avec les ambitions qu'on avait établies en début de saison et dans laquelle on y est maintenant. Après, je pense que les supporters, je pense qu'ils sont remarquables parce que avec les résultats et dans la situation où on est, je pense que ça fait longtemps qu'ils auraient pu arrêter de chanter, alors c'est pas du tout le cas. On est 17e, c'est difficile, et ils sont toujours au rendez-vous et à chanter et à nous aider. Donc l'union sacrée, je pense qu'elle est créée et elle ne va que s'améliorer de saison en saison, je pense. Et justement, pour finir sur le côté supporter, la discussion, on va dire, qui s'est finalement bien passée, même si le ton est un petit peu monté entre joueurs et supporters après la rencontre de Nîmes. Comment vous l'avez vécu côté joueur? Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous éclairer là-dessus parce que le match-là, je l'ai pas joué. Si, je l'ai joué, mais j'ai dû partir très vite et je n'y ai pas assisté. Donc je sais pas trop ce qu'il en est sorti ou j'en ai pas tellement discuté avec mes autres joueurs, mais je pense qu'elle était nécessaire et je pense que ça a fait du bien à tout le monde, que ça soit supporter ou joueur. Je pense qu'il y avait des supporters qui avaient quelque chose à nous dire. Ils l'ont dit. Nous, on les a entendus. On a essayé de parler avec eux et c'était nécessaire et je pense que c'était inévitable de le faire à ce moment-là, tout simplement. D'accord. Et enfin, une des dernières questions, tu en parlais, donc au départ, le club avait vendu plutôt cette saison pour une montée et vous vous retrouvez finalement à jouer la relégation. Comment tu analyses, toi, cet échec? Alors, déjà, au niveau comptable, je pense que le principal échec, ça a été nos nombreux nuls de la saison. Je pense qu'avec des nuls, on n'avance pas et que si on alterne victoire, défaite, ben
on avance beaucoup plus vite que les nuls et on reste sur place. Après, l'échec de cette saison, difficile de vous le dire parce que si je le savais, je pense j'aurais pu le faire partager et on n'en serait pas là où on en est. Mais je pense que ça a été à deux visages. Un moment, je pense qu'on était solide défensivement, mais offensivement, il nous manquait cette lucidité, pardon, et pour marquer. Et à contrario, des fois, on marquait, mais défensivement, on était un petit peu plus fragile et on n'arrivait pas à garder les scores mérités. Et on se prenait des buts dans les dernières minutes. Donc, Tu penses qu'il y avait un peu difficile. tu penses qu'il y avait un problème mental justement par rapport à ça, ces buts souvent encaissés en fin de match? On pense notamment au match, je pense notamment au match face à Colmar, où vous menez 2-0, vous vous faites remonter 3-2. En fin de match ou en début de seconde période, c'est vrai que ça a été des fois un peu récurrent quand même. Ouais, là alors le mental, je pense pas quand même parce que je suis dans le vestiaire et tout le monde est surmotivé à chaque fois. Après c'est peut-être cet effet de spirale de mauvais résultats qui nous fait défaut. Je pense que quand on monte sur le terrain, au lieu de se dire on va tout faire pour gagner, des fois on se dit on va tout faire pour pas perdre. Donc mentalement ça joue et psychologiquement aussi je pense. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a fait défaut cette année, ouais. Allez, on va pas tarder à te libérer, donc on va finir avec l'invité débrief le national. Donc 5 questions, on pose les mêmes à tous nos invités et donc on te laissera répondre. D'accord. Alors première question, quel est ton meilleur souvenir cette saison, dans cette saison noire? Est-ce que tu arrives à nous tirer un meilleur souvenir? Alors meilleur souvenir, difficile de réfléchir comme ça, mais c'est notre meilleur souvenir. Je pense que c'est quand on est allé à Metz et qu'on a joué contre une Ligue 2. Moi, c'était tout nouveau pour moi. En plus, c'était mon ancien club. Content de jouer là-bas et content de jouer devant ma famille, mes amis, mes proches. Donc je pense que c'est un très beau souvenir que je garde malgré la défaite. Je pense qu'on est passé vraiment de peu à côté et je pense que ça restera mon plus beau souvenir de cette saison. Ouais. Donc cette rencontre de Coupe de France où vous aviez été battu 4-1 à Metz, mais je comprends, il y a le côté famille en plus. Voilà, actif, ça faisait 10 ans que j'étais au club. Et vous aviez fait un match aussi. Ouais, 4 ans. Et vous aviez fait un beau match jusqu'aux prolongations, quoi. Ouais, on a fait un très bon match. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Après, dans la première prolongation, on a eu 2 très grosses occasions. Si on les met dedans, je pense que c'est pas la même chose. Et après, le réalisme de Metz qui a fait que ils nous en ont mis 3 en prolongation. Ok, allez, deuxième question. Quel est l'adversaire cette saison qui t'a le plus impressionné? Alors, je pense que c'est Niort, parce que Niort, ils ont vraiment une très très belle équipe, athlétiquement, physiquement, mais surtout aussi dans le jeu. Je pense que c'est une des équipes où on a eu plus de mal, parce que ils savent jouer au ballon, ils ont des individualités qui savent jouer ensemble. Et c'est, je pense, la plus grosse équipe du championnat actuel, je pense. D'accord. Troisième question. Quel est le meilleur terrain, le meilleur stade, donc le meilleur pelouse, meilleure ambiance cette saison en national, le stade dans lequel tu préfères évoluer? Alors j'ai aimé le stade de Nîmes. Très beau stade, très belle pelouse. Il y avait pas mal de spectateurs
C'était une très belle rencontre animée des deux équipes. Je pense que non, ouais, c'est la plus belle. D'accord. Ensuite, quatrième question, avant-dernière question. Le déplacement que tu considères le plus difficile cette saison en national? Ben, je pense que c'est chez les Corses le plus difficile. Je pense que il, il est vraiment difficile de jouer là-bas. C'est un contexte très particulier, que ça soit sur le terrain ou même en dehors du terrain. C'est toujours des rencontres un petit peu chaudes et où il faut garder son sang-froid. Et je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais encore c'est vraiment difficile, ouais. Ouais, non, t'es pas le seul. Je peux te dire, surtout nos invités, si on fait un rapide sondage, je pense que le match au Gazélec, qui va revenir plus d'une fois sur deux largement. Mais du coup, le match à Luznac, le terrain, l'ambiance un peu festive, non? Bah ouais, comme vous venez de le dire, c'est festive. C'est pas une ambiance négative. Oui, c'est un petit terrain, mais il y a du monde autour. C'est des matchs à pression, mais bonne pression. C'est pas des tensions ou des choses qu'on peut retrouver en Corse. Donc jouer sur un terrain en pente, finalement, c'est pas si problématique que ça, parce que les autres nous disaient ça change les repères, nanana. Non, t'as un vrai footballeur, quoi. Si on compte que ça, mais c'est vrai qu'ils ont pas la pelouse la meilleure du championnat, mais ça reste jouable et non, ça reste un bon déplacement. D'accord. Pour conclure sur l'USNAC, Clément, bientôt cette question on la posera plus, puisque l'année prochaine l'USNAC devrait bénéficier d'un nouveau stade, donc j'espère qu'ils auront une meilleure pelouse. Allez, dernière question. Vivian Redel, cette saison en national, pour toi, qui sera champion? Même si ça vous concerne pas trop. Je pense que Niort a les capacités à être champion. Je pense qu'ils ont vraiment une belle équipe. Ils sont complets partout et une certaine expérience. Je pense que ça peut être un bon leader de national. Ouais. D'accord. Et je vais te remercier encore, Vivian Redel, parce que c'était un interview très très fourni. Tu t'es pas dérobé, du coup ça nous fait quelque chose de vraiment intéressant. Donc je te remercie encore une fois. Et puis avant que tu partes, je vais te demander de nous faire le petit cadeau que nous font chaque invité et de dire c'était Vivian Redel dans le débrief du national. Alors vous avez écouté Vivian Redel dans le débrief du national. Merci beaucoup. On souhaite le meilleur pour cette fin de saison et puis j'espère que Beauvais ira prendre le maximum de points et dès jeudi avec ce match à Charletti face au Paris FC. Merci beaucoup. Et l'union sacrée est toujours de rigueur. Tout à fait. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. C'est dans la boîte. Voilà, c'est dans la boîte. D'accord. T'enregistres toujours, Clément? Ouais. Et donc voilà, vous venez d'écouter l'interview de Vivian Redel, avec qui on a pu faire donc un point sur la situation de l'ASBO et puis un point sur sur une des équipes en mal avec un mauvais classement pour cette fin de saison. Excusez-moi, pardon, je regardais les derniers messages de Vivian Redel. Voilà, pour l'émission donc de la semaine prochaine, on aura normalement deux invités, parce que je vous rappelle que cette semaine on devait également avoir un invité avec qui on devait traiter du haut du classement, mais malheureusement Nicolas Bénézé n'a pas pu répondre à notre invitation. Dans un premier temps, il avait accepté, puis malheureusement son agent lui a demandé de ne pas intervenir dans les médias jusqu'à la fin de la saison. Donc on a respecté son choix, et ce qui explique que donc cette semaine on avait seulement un joueur pour parler du bas du classement. La semaine prochaine, donc on devrait avoir, comme je vous ai promis, un joueur d'une des 5 équipes du championnat.
des 5 équipes de tête du championnat, pardon. Donc ça sera le capitaine du Gazélec d'Ajaccio, Louis Poggi, qui nous fera l'amitié et le plaisir d'être notre invité pour parler donc du haut du classement et puis de cette équipe qui fait beaucoup parler, le Gazélec d'Ajaccio. On aura également Jean-Mathieu Descamps, l'attaquant du FC Martigues, pour parler du bas du classement. Donc voilà, restez à l'écoute et puis à l'affût sur la page Facebook du débrief. Donc on vous mettra de quoi poser vos questions à nos 2 invités donc de la semaine prochaine, je pense dès mercredi 2 mai. Donc voilà, bonne semaine à tous et puis rendez-vous jeudi bien sûr pour le match de la SBO à Charletti et puis ensuite sinon rendez-vous mardi prochain 20h 21h pour le débrief du national, la seule émission 100% nationale sur RTS Radio et puis nulle part ailleurs. Voilà, bonne semaine, merci.